Jérémy, de retour dans la voiture, épisode numéro 3. Number 3. Des vrais ou faux Mambo number immobiliers. Pour ceux et celles qui tombent sur ce concept, évidemment, je pose 10 questions vraies ou faux à Jérémy et avec son expertise immobilière, il répond et il vous aide en direct. Première petite question, Jérémy. Je t'en prie. Faut-il avoir un CDI pour investir? Pas forcément, le CDI n'est pas une obligation, bien au contraire. Alors attention, sans CDI ne veut pas dire sans revenu. D'accord, moi j'ai plus de CDI, ça fait maintenant 13 ans. Okay. Donc, et ça ne m'a pas empêché d'investir. Tu pourrais très bien être auto-entrepreneur, tu pourrais très bien être gérant de société, travailleur non salarié et donc pas avoir de bulletin de salaire. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de revenus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si jamais effectivement tu n'as pas de revenus, de CDI et de revenus, tu pourrais bien sûr t'associer avec quelqu'un qui a des revenus pour pouvoir tout simplement monter une SCI, c'est-à-dire que toi tu as les compétences, tu sais rechercher le bien, tu sais faire une étude de marché, tu sais visiter, tu sais négocier et la personne à côté ne sait rien faire et n'a pas le temps de le faire, elle t'apporte les finances, toi t'apportes la stratégie, vous vous associez et let's go. Ok. Numéro 2. Le neuf, c'est toujours mieux que l'ancien. Alors pour ceux qui veulent éviter la douleur, oui. Ça veut dire qu'effectivement, quand c'est neuf, forcément, il n'y a pas les travaux, il n'y a pas la complexité, c'est rassurant, il n'y a pas de grande gestion à avoir, ni quoi que ce soit. Donc forcément, sur le papier, ça peut donner envie. Sauf que dans l'investissement immobilier, il y aura toujours une zone de douleur. Toujours. Soit elle est au début, soit elle est au milieu et à la fin, et voire ad vitam aeternam pour certains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que à partir du moment où on veut investir dans l'immobilier, il faut comprendre qu'il y a un moment donné, on doit sortir de sa zone de confort. Si on ne le fait pas au début, exemple, je veux acheter un bien qui est déjà loué, je veux acheter un bien qui est neuf, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, premièrement, je vais me heurter à une concurrence accrue, puisque forcément tout le monde veut la facilité, donc des prix plus élevés. Si jamais j'achète un bien avec des locataires dedans, il est possible qu'on me vende une rentabilité et pas un prix d'immobilier, donc automatiquement je peux acheter plus cher, trop cher par rapport au prix du marché. Ensuite, il est possible aussi que les locataires que j'achète avec le bien soient des mauvais locataires, locataires impayés, locataires problématiques, locataires par la CAF qui donne pas tout son argent, etc. Voilà. Donc ça peut être une problématique. Donc le problème c'est qu'effectivement tu financeras plus facilement, toi-même tu te lanceras plus facilement, mais derrière tu te retrouves avec un problème qui peut durer 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu vois. Alors que si dès le départ tu sors de ta zone de confort, tu vas acheter un bien avec des travaux, il n'y a personne dedans, il y a moins de concurrence, tu achètes moins cher. Comme tout est à refaire, tu l'optimises tout de suite pour qu'il soit le plus rentable possible. Tu vas faire l'isolation en respectant l'étiquette énergétique pour pouvoir faire des travaux qui sont nécessaires et qui optimisent justement ta rentabilité, que ce soit sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et en plus, tu vas pouvoir avoir tous les travaux qui sont réalisés par des artisans avec des assurances décennales qui vont couvrir l'intégralité de tes chantiers pendant 10 ans. En cas de revente, sachant que tu as toujours les travaux qui sont garantis, c'est plus facile à vendre. Et en plus, tu as tous les travaux pour venir déduire de ton bénéfice taxable et donc réduire ton imposition. Donc aujourd'hui, c'est simple. Soit tu choisis ta zone de douleur, elle est au début, soit tu ne la choisis pas, elle peut durer toute ta vie. Question numéro 3. Les notaires prennent une commission énorme. Non, les notaires, c'est vraiment... En gros, les émoluments notariés, donc ce qu'on appelle les frais de notaire, ça va à peu près entre 7 et 8% de mémoire, d'accord, ça dépend, mais on va dire entre 7 et 8%. Mais le notaire, il touche une infime partie. Je ne sais plus exactement les chiffres, mais je crois que c'est 2%, si tu peux te donner. En fait, il y a... Tout le reste, c'est des taxes, en fait, c'est l'État. Voilà, c'est l'État qui prend, je crois que, je ne vais pas dire une bêtise, mais sur 8 000 €, je pense que le notaire, il doit prendre peut-être 1007, 1006, quoi, tu vois. Ouais, donc au final, ils se font pas non plus des tonnes, indécents, quoi. L'avantage avec le notaire, c'est que tu es obligé de passer par lui, à l'heure actuelle. Donc forcément, il a du boulot assuré, il a une bonne place, etc. Mais il a été la bosser, sa place, tu vois. Bien sûr. Il a fait ses études, il a mérité sa place. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas... Non, notre ennemi, enfin notre ennemi, je ne sais pas si je dois dire ça, c'est l'État. Prochaine question. La fiscalité en LMNP est la meilleure? Déjà, peut-être définir ou dire ce que c'est. Donc en gros, le LMNP, c'est loueur meublé non professionnel. C'est tout simplement de mettre un locataire dans un bien qui est meublé. Ça respecte une certaine règle, une certaine liste par contre de meubles, etc. Mais globalement, c'est ça. L'avantage du LMNP, c'est que tu vas avoir tous les avantages du professionnel sans les inconvénients. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir en fait déduire les frais de notaire, l'amortissement de la valeur nette comptable, tous les frais, la liste non exhaustive. Tu pourrais déduire ton forfait de téléphone, tes déplacements sur le chantier, tes restaurants autour du chantier, un ordinateur pour travailler sur tes biens immobiliers, etc. Bien sûr à condition de respecter que les dépenses soient liées avec ton activité, Donc tu pourrais vraiment tout déduire, tout en sachant que tu vas bénéficier en fait de revenus qui vont revenir en fait directement dans ta poche, sans passer par le cadre d'une société, donc sans double imposition, et immédiatement exonéré d'impôts.
Et sur du LMNP, tu ne payes pas d'impôt entre 7 et 10 ans grâce à la dotation aux amortissements qui est l'amortissement de la valeur comptable. Ça a un peu changé récemment parce que contrairement en SCI à l'IS où à l'époque tu pouvais en fait bénéficier de cet avantage sans en payer le prix, maintenant on en paye le prix parce que tout ce que tu as amorti pendant la durée de détention est recalculé le jour de la plus-value. Exemple, tu as eu un avantage de 50 000 € pendant la durée de détention. Le jour où tu vas vendre le bien, si ta plus-value était de 100 000, eh bien elle sera de 150 000. Donc elle sera imposée à hauteur du montant de la plus-value plus la somme amortie. Ok. Intéressant. Numéro 5, on ne peut pas négocier les frais de notaire. Alors on ne peut pas négocier les frais de notaire, mais on peut avoir des facilités à descendre ces frais de notaire parce qu'en fait on peut rajouter, par exemple dans tout bien, c'est à peu près 5% du montant total de l'acquisition, on peut considérer en fait comme du mobilier. Et en fait quand tu viens rajouter du mobilier, sur le mobilier, alors on pourrait dire cuisine, tout ce qui est fixe, d'accord ? Ouais. On peut le faire venir en déduction du prix d'acquisition et donc ça réduit de manière comment dire, indirecte, ça réduit de manière indirecte en fait les frais de notaire puisque ça réduit le coût d'acquisition. Ok. Question numéro 6. Investir dans un petit studio, c'est trop risqué. Non, en fait, il n'y a rien de risqué dans l'immobilier. Le seul risque, c'est de le faire comme si... Ah, il y a du vent par là. Ouais. Voilà. Si tu investis dans un petit studio, mais qu'il y a une réelle demande et que tu n'as pas investi juste parce que tu avais peur et que tu voulais pas te former et que tu t'es dit je vais acheter petit, je serai en sécurité. Voilà. Si aujourd'hui c'est calculé, que c'est volontaire et que tu sais que tu as fait ton étude de marché et que c'est le bon plan, il faut le faire. Tu vois. D'accord. Il n'y a pas de bon ou de mauvais investissement. La seule chose, c'est de pouvoir justement répondre à une demande et pour ça, il faut faire une étude de marché. Ok, simple et efficace. Question numéro 7. La colocation, c'est dépassé. Non, bien au contraire. Non, en fait, il n'y a rien de dépassé. Aujourd'hui, c'est juste que les gens voient ça comme des tendances parce qu'aujourd'hui, sur Instagram, TikTok, il y a tellement de vendeurs de formation, j'en fais partie, même si je ne me mets pas forcément dans cette catégorie, mais c'est le cas. Et il y a tellement de vendeurs de formation, c'est qu'un jour, ils vont te parler de la colocation, la meilleure stratégie de Julien. Le lendemain, c'est la stratégie Airbnb de Christelle. Et puis finalement, tu commences à te dire qu'il y a des tendances. Mais il n'y a pas de tendance en fait. L'immobilier, c'est tout simplement étudier un marché, répondre à un besoin. Donc si la colocation, c'est quelque chose qui fonctionne dans la ville dans laquelle tu investis, auquel cas tu fais ta colocation, tu pourras toujours louer. Tu pourrais même faire de la colocation courte durée. C'est-à-dire que tu pourrais investir dans une ville, acheter un grand appartement, mettre une serrure sur chaque porte et finalement louer à la chambre. Tout est possible en fait, tu peux être extrêmement rentable, mais il faut toujours répondre à un besoin. Et éviter en fait de se dire qu'il y a des tendances de marché. Le marché immobilier, il fonctionne. Aujourd'hui, on parle des logements atypiques, mais les logements atypiques, ça a toujours existé. Il y a une tendance actuellement, mais ça ne veut pas dire que les autres tendances sont mortes en fait. Tu vois ? Tant que tu réponds à un besoin, c'est bon. Question numéro 8. Un bien en rez-de-chaussée, ça ne se loue pas. Non, c'est faux aussi. Un bien en rez-de-chaussée, effectivement, alors il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop les biens en rez-de-chaussée, mais tu vois, par exemple, papy et mamie adorent. Ouais, c'est vrai. Tu vois, papy et mamie, ils adorent. Si jamais tu achètes un bien, par exemple, que tu veux faire du Airbnb, c'est vraiment cool parce que tu peux avoir souvent un petit extérieur avec, tu vois. Donc, tout dépend en fait de ce que tu veux faire. Encore une fois, je veux dire, que ça soit un dernier étage sans ascenseur ou un premier étage, que ça soit un rez-de-chaussée d'un immeuble, en gros, c'est... La question qu'il faut se poser, c'est quelle est ma cible ? Est-ce que ma cible, est-ce que le produit que j'achète répond à un réel besoin et est-ce que ce besoin sera comblé par le produit que je dispense ? Si aujourd'hui ton but c'est de louer, tu sais qu'il y a beaucoup de papy-mamie et tu prends un 4e étage sans ascenseur, chaud. T'as compris ? Si tu investis dans un quartier un peu chaud ou dans la rue, tu vois, c'est un peu tendu, dans un rez-de-chaussée, c'est pas une bonne idée, quoi, tu vois ? Je vois. Donc en gros, dans l'idée, c'est encore une fois, j'ai fait mon étude de marché, quelles sont les personnes qui ont besoin de tel produit et ensuite j'achète le produit qui correspond à la demande. Ok. Donc bien connaître sa cible. Obligatoirement. Question numéro 9. Investir dans une ville étudiante, c'est trop risqué aujourd'hui. Non. Investir dans une ville étudiante, c'est toujours bien. Maintenant, c'est sûr que, en fait, le piège, c'est de se dire, c'est une ville étudiante, c'est sûr, je vais louer. Ok, ça c'est le gros piège. En plus de ça, si tu investis dans une ville étudiante, ça veut dire qu'il y a de la concurrence. Ça veut dire que s'il y a de la concurrence, il y a deux solutions. La première, soit tu es comparable, et auquel cas, il faudra que tu sois compétitif. Soit tu n'es pas comparable, et dans ce cas-là, tu peux être rentable. Quand je dis pas comparable, ça veut dire qu'en gros, si sur le marché, tout le monde a mis 2 coups de peinture, un peu de déco, et puis ça y est, c'est sûr. Tu es sûr et certain que tu vas te retrouver en concurrence avec d'autres, et qu'il va falloir que tu fasses des prix qui soient bon marché. Par contre, si tu fais un bien où tu as poussé la déco, que tu as rajouté une ambiance à l'intérieur, comme un peu un bien typique, tu vois, tu as mis un baby-foot, tu as mis des lieux des extérieurs un peu classe, etc. Tu as poussé le truc,
Mais dans ce cas-là, les gens se battront pour venir ici, ils seront prêts à payer plus cher, tu vois. Il y a énormément de parents qui ont beaucoup d'argent, qui sont prêts à payer plus cher pour que leurs enfants soient dans un endroit sécurisé, un peu stylé, etc. En gros, comme je le dis toujours, si tu ne peux pas te démarquer, tu seras comparable. Si tu n'es pas comparable, tu seras rentable. Ok. Très intéressant. Enfin, dernière petite question. Acheter un local commercial, c'est uniquement pour les professionnels? Tout dépend de ce que tu en fais. Aujourd'hui, tu pourrais très bien acheter un local commercial, y faire une laverie, dans ce cas-là, tu seras un professionnel. Ouais, tu pourrais très bien acheter un local commercial, le transformer en logement atypique, donc dans ce cas-là, tu seras un professionnel, tu vois. Tu pourrais très bien acheter ce local commercial, le transférer en logement d'habitation, et dans ce cas-là, tu seras un particulier, tu vois. Tout dépend de ce que tu fais, et encore, il y a ce que tu vas y faire, et c'est la structure juridique que tu vas utiliser pour l'exploiter aussi, tu vois. Si tu le fais en nom propre, tu resteras un particulier. Si tu le fais, par exemple, tu fais un logement atypique, par exemple en SAS, tu vois, tu as une structure juridique avec une forme juridique qui est professionnelle, automatiquement ton activité est professionnelle. Donc, tu vois, tout dépend de ce que tu veux faire. Une stratégie que j'ai beaucoup utilisée moi à l'époque, c'était que j'achetais en fait le bien au travers d'une SCI et je le louais à ma propre société. Ça me permettait en fait de faire des charges sur ma société, de réduire mon bénéfice taxable et mon impôt non payé me permettait de payer le crédit. Okay. Et comme ça, c'était rentable. Mais est-ce que par exemple, est-ce qu'un local commercial, tu vois, dernière petite bonus, mais est-ce que c'est un bon premier investissement ou est-ce que ça dépend encore peut-être des gens qui t'entourent, du cash que tu as? Ça dépend toujours de ça. Tu sais, peu importe ce que tu fais, n'importe quel produit que tu veux vendre, etc. Si tu n'as personne qui te l'achète, ton produit peut être excellent. Si tu t'adresses à la mauvaise cible, personne ne va l'acheter. Si aujourd'hui ton produit il arrive trop tôt sur le marché parce que le marché n'est pas prêt à l'entendre, etc. Ben encore une fois, tu le loueras pas, tu le vendras pas, etc. Donc l'idée c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que si tu achètes un bien local commercial dans une ville où tous les locaux sont déjà vides, tu as fait le tour de la ville, tu vois qu'il y a des locaux disponibles partout, tu te dis oh putain c'est une mauvaise affaire, faut pas que je l'achète, tu as peut-être raison. Par contre si tu achètes ce local commercial, que tu le transformes en laverie, que tu le transformes en logement typique, que tu le transformes en location courte durée ou en logement d'habitation, bah ça devient rentable. Ouais, okay. En gros l'idée c'est de se dire que tout peut être rentable à condition d'utiliser la bonne stratégie, c'est aussi simple que ça. Ok. Bon, on a fini sur les 10 questions, même pour la petite bonus, Jérémy. Ok, merci. Cool. Ouais, c'était un plaisir. Écoute, comme d'habitude, hein, si jamais tu aimes ce genre de format, n'hésite pas. En dessous de cette vidéo, tu me mets une série de questions et je me ferai un plaisir de l'intégrer dans les prochains lives. Ensuite, chose intéressante aussi, si jamais bien sûr tu t'intéresses à l'immobilier, que tu veux en découvrir plus, tu veux savoir exactement comment te lancer en partant de zéro, en évitant les erreurs de l'investisseur débutant, en te garantissant bien sûr un franc succès, parce que on le sait que le premier investissement c'est toujours compliqué. Dans ce cas-là, tu viens en dessous de cette vidéo, tu retrouveras un lien et la possibilité de réserver un appel avec un membre de mon équipe. Donc, globalement, tu réserves un créneau gratuit, on va te poser une série de questions pour savoir vraiment pour toi quels sont tes besoins, quels sont tes revenus, etc. Et on va pouvoir te dessiner une stratégie personnalisée et tu repartiras avec du concret, par où commencer, dans combien de temps, etc. Et bien sûr, est-ce que tu peux te lancer et comment? Abonnez-vous. Abonne-toi.